Bien, 25. Bonjour. Je vois que les personnes se connectent. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous les investisseurs et futurs résidents à Valence, en Espagne. Comment allez-vous tous? Je vois que au fur et à mesure, vous nous disiez bonjour. Donc, je vais d'abord vous dire un petit sommaire de ce que nous allons avoir durant l'entretien. Donc, Valence est une ville qui a tout pour plaire, une valeur montante de l'immobilier en Espagne, l'alternative autour de Valence, et puis après, on finira avec vos questions et nous, on essaiera d'y répondre. Je me présente, Manuel Rios, directeur de l'agence de Valence. Bonjour à tous, moi je suis Pauline, donc chasseur immobilier ici sur Valencia depuis 6 ans, peut-être même un peu plus, depuis fin 2018. Donc moi j'accompagne les francophones qui souhaitent acheter ici sur Valence et sur la région. Donc en tant que chasseur immobilier, je vais vous expliquer un petit peu rapidement nous, ce qu'on fait. On vous accompagne vraiment dans tout le processus de A à Z. Donc ça va sur la recherche de biens, toutes les visites et surtout, ça c'est très important, le cœur de notre métier aussi, l'accompagnement juridique et administratif. Ça c'est très important pour sécuriser l'achat en Espagne. Ce n'est pas comme en France. En Espagne, le notaire ne fait pas toutes les vérifications juridiques. Donc nous, j'achète en Espagne, on va vraiment vous accompagner sur tout ce processus jusqu'à la signature finale chez le notaire. Même tout ce qui va être après, les changements des compteurs d'eau, électricité. Enfin voilà, on va vous accompagner sur un package de A à Z, un peu comme un voyage organisé, mais dans le cadre d'un achat immobilier. Alors, si pour votre achat, vous avez besoin d'un financement qui n'est pas un financement en France, mais ici en Espagne, nous avons aussi notre partenaire FinSpain qui pourra, à travers de tous les partenaires, donc on a plus de 30 banques partenaires avec qui nous pouvons avoir des taux de garantie et des expertises locales de financement internationaux, donc avec un seul interlocuteur unique et on a la possibilité de aussi vous trouver un financement où là, on vous mettrait directement en contact et vous dirait les conditions, de quelle manière vous pouvez faire un financement ici en Espagne. Après votre achat conclu, si vous avez acheté avec un investissement locatif, la gestion locative, nous la faisons aussi à travers de HelloRent, qui est aussi un collaborateur donc interne, avec qui nous, on pourra vous donner et offrir tous les services pour une tranquillité sur la location. Après, là, vous voyez, nous avons 6 agences, 4 boutiques et 2 bureaux qui sont partagés sur tout le réseau espagnol. On va de Barcelone, en passant par Vinaros, après Valence, Alicante. Nous avons Benalmádena et aussi Madrid. Si on continue, Valence, une ville à tout pour plaire, une qualité de vie et la possibilité d'y vivre avec plus de 300 jours de soleil par an. Je te laisse continuer. Oui, effectivement, Valence, c'est une ville très dynamique, qui l'est de plus en plus chaque année. Il faut savoir qu'on est quand même la 3e ville d'Espagne. Malgré qu'on soit la 3e ville d'Espagne, on reste quand même avec des prix immobiliers très attractifs. Manuel vous l'expliquera juste avant. Pourquoi c'est une ville dynamique et intéressante? Tout simplement, plein de facteurs. Déjà, c'est une ville en bord de mer. Donc ça, c'est vrai que c'est apprécié. Les gens viennent ici aussi bien pour du tourisme, en profiter. Il fait bon vivre à Valence. Donc, en plus de la mer, on a le Touria, donc un ancien fleuve où tout a été réaménagé en jardin. C'est hyper agréable pour se promener, faire son footing, du vélo. D'ailleurs, pour se déplacer, il y a plein de pistes cyclables dans Valence. Donc, c'est super agréable. Moi, personnellement, je me déplace en vélo. Donc, on a vraiment une ville qui est agréable. On n'est pas stressé à Valence. Culturellement, il y a des jolies visites à faire. Vous allez voir si vous venez à Valence, que ce soit le centre historique, donc toute la partie du Carmen, la place de la mairie, tout ce qu'on appelle Ciutat Vella,
Et vous allez avoir une partie peut-être un petit peu plus moderne, contemporaine, donc la Cité des Arts et des Sciences, qui est très belle, hein, qui est justement dans le fleuve Victoria. Et on va avoir toute la partie plutôt côté mer, le Cabagnal, où voilà, un dimanche, vous pouvez aller vous balader en bord de mer, manger une paella. C'est très agréable. C'est une ville qui est super bien connectée. Métro, tramway, bus. C'est super simple. Vous prenez le métro dans Valence, vous êtes à l'aéroport en 20 minutes. Donc, c'est vrai que c'est super agréable. Et donc, comme je vous le disais, avec des tarifs immobiliers et vraiment des prix attractifs. Manuel, je ne te laisse pas la parole. Très bien. Alors, Valence a une valeur montante dans l'immobilier espagnol, sans aucun doute. Aujourd'hui, les prix sont économiques florissants. Vous avez aujourd'hui une moyenne sur Valence Centre qui est entre 2500 et 3000 euros le mètre carré, d'accord, pour l'acquisition, des rentabilités locatives qui vont entre 6 et 10% de rentabilité. Hein. Donc, une économie en plus en pleine santé, hein, avec des destinations de fonds d'investissement, avec l'Université de Valence qui accueille plus de 80 000 étudiants chaque année. Après, vous avez, pour la distribution de Valence, plusieurs districts. Vous en avez 16 au total. D'accord. Bon, il faut connaître un petit peu Valence pour vraiment rentrer dans les détails. Mais bon, vous allez dès le centre, parce que c'est un petit peu une spirale dont elle est dessinée. Donc, on va de Ciudad Bella, en passant par les Simples, le Plan del Real, Extramurs, la Saïdia. En plus, ce sont des districts où on va vous dire un petit peu, là, 2 secondes après, la moyenne des prix actuellement pour l'acquisition d'un bien immobilier. Et vous verrez, hein, on prend par exemple un district de Nord-Molès, proche du centre, bien desservi avec le transport. Il faut comprendre que aussi les transports ici, comme le métro à Valence, ont une distribution totale, donc très facile de bouger avec le métro dans tout Valence. Et sinon, après, les transports en commun comme le bus ou les tramways qui existent aussi. Donc là, pour Normol, juste pour vous donner une ordre d'idée, on est à 2200 euros le mètre carré, la location à 10 euros le mètre carré. Donc après, vous ferez vos calculs selon les mètres carrés qu'on va acheter. On aura un prix déterminé. On va à la Saïdia, que je vous parlais avant, qui est actuellement elle est même sortie à la télévision pour des thèmes politiques, d'accord, puisqu'on a un de nos ministre qui y vit. Là, on est à 2600 euros le mètre carré et la location, pareil, à 10 euros le mètre carré en valeur locative. Donc, on est en train de parler d'appartements qui sont entre 900 et 1100 euros en valeur locative et des appartements qui vont de 250 à 300 000 euros de moyenne. Après, vous avez Patraïch, très bel endroit aussi, très familial, quartier vivant et dynamique. Vous avez un quartier qui a une très belle qualité de vie aussi, beaucoup de familles. Et son prix, valeur de marché aujourd'hui au mètre carré, il est aux alentours de 2450 euros. Valeur locative, exactement la même chose. On continue. Je vous montre quelques petits exemples d'appartements dans les quartiers. Donc, celui qui est ici, c'est celui de Montiolivette. Montiolivette, il est un petit peu au sud de la rivière qui partage Valence. Là, on peut vous donner une idée de mètres carrés et chambres. Par exemple, un appartement de 84 mètres carrés, 3 chambres, une salle de bain, avec un petit extérieur, un balcon, orientation la meilleure, sud-ouest, et avec une construction qui est des années 60, chauffage individuel électrique, climatisation. Son prix actuel, cet appartement, il est sur le marché actuellement, vous pouvez le trouver sur tous les portails, il est à 245 000 euros. Après, on va continuer. Vous avez appartement 3 chambres dans le quartier du Cabagnal. Vous avez Pauline qui vous en a parlé il y a 2 secondes. On est à 80 mètres carrés, 249 000 euros, un appartement avec les mêmes caractéristiques que celui que je vous avais dit avant. C'est un 4e sas ascenseur, mais c'est un appartement qui a été renouvelé, donc vous n'avez plus qu'à y rentrer et poser vos valises.
Après, on va sur Aran-Capins. Aran-Capins, on est juste à côté de la mairie, donc du centre de Valence, à côté de la gare des trains. Et là, on parle de 70 mètres carrés. On est avec un appartement à 2 chambres, orientation sud-est, 4e sans ascenseur, climatisation. Il est à 285 000 euros. Ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée des prix actuellement qui se pratiquent dans le centre de Valence. Après, vous avez les alternatives autour de Valence. Pauline va vous en parler. Vous verrez que c'est tous les petits districts qui sont très proches du centre de Valence, mais qui sont nettement plus accessibles. Et Pauline, actuellement, justement, c'est voilà, exactement. Ça, c'est les options que moi, je conseille à mes clients investisseurs qui n'ont pas forcément le budget ou l'envie d'investir dans Valence, parce que Valence, les prix ont quand même monté. Vous voyez, les appartements qu'on vous a montrés, on est quand même à plus de 200 000 euros hors frais. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'à ces frais-là, il faut quand même y ajouter différentes choses, notamment un impôt qui s'appelle l'ITP. Donc, on rajoute 10% quand même du montant du bien. Les frais de notaire qui s'élèvent entre 2 500 et 3 000 euros. Donc, vous voyez, ça peut vite monter. Donc, moi, j'ai 3 endroits un petit peu clés que je conseille à mes investisseurs. Pourquoi ? Pour leur proximité avec Valence. Donc, vous avez tout d'abord Mislata. Mislata qui est collé à Valence, c'est pratiquement un quartier de Valence, même si ce n'est pas considéré comme dans Valence, tout simplement parce que vous avez, si tu peux remettre sur la slide, merci. Vous avez, comme vous pouvez le voir, vous continuez en fait les jardins du Touria, l'ancienne coubée verte, et vous arrivez à Mislata. Mislata, comme c'est indiqué, vous êtes à peu près à 10 minutes en voiture, en métro. Moi, j'y suis allée ce matin, j'avais justement une visite avec un de mes clients à Mislata. J'ai mis 10 minutes depuis le centre de Valence en métro, donc super rapide. Donc ça, c'est vrai que c'est top. On est sur plutôt un peu résidentiel, des locaux. On a beaucoup de personnes. Moi, le quartier où j'étais ce matin, c'était un petit peu des personnes âgées, des familles. Donc c'est quand même très calme et très safe. Et après, deux autres endroits clés. On a Boulrassot, pareil, qui est très bien connecté avec le métro et le tram. C'est étudiant, c'est hyper étudiant parce que vous avez plusieurs universités. Donc, pareil, pour de l'investissement locatif, c'est intéressant si vous souhaitez louer, par exemple, à des étudiants. Et ensuite, je termine avec Paterna, pareil, pour sa proximité avec Valence, qui est aussi accessible en métro, à côté de l'aéroport. On n'est pas très loin de l'aéroport. C'est bien connu et c'est aussi bien famé. Pourquoi ? Parce que vous avez le lycée français. Donc, souvent, les personnes connaissent Paterna parce que, surtout les Français, il y a le lycée français et on a plutôt un public familial et très tranquille. Pour vous montrer 3 exemples, je vais commencer avec Mislata. Donc là, on était sur un appartement à 60 mètres carrés, donc sans ascenseur. On était au prix de 139 000 euros. Vous voyez donc voilà, donc, ça ne nécessite pas de travaux, cuisine, le salon, chambre. On a 3 chambres. Vous verrez aussi sur Valence et sa région, on retrouve souvent des appartements avec un minimum de 2 ou 3 chambres. On n'a pas trop de typologie studio, une chambre. Donc, on a souvent quand même des appartements avec 2 ou 3 chambres, ce qui n'est pas plus mal non plus. Un autre appartement, donc là que j'ai visité il y a 2 semaines à Paterna, donc on était sur quelque chose de plus grand, 100 mètres carrés, avec ascenseur. C'était un premier étage avec ascenseur, en plein centre de Paterna. Donc vous aviez tous les commerces, commodités en bas de l'appartement. C'était même une rue piétonne, donc très tranquille. Et ensuite, je termine avec un autre exemple, à Boulrassot, un appartement qu'on a vendu à un de nos clients il y a très peu de temps. Alors là, on est sur un produit un petit peu coup de cœur parce qu'on est sur un appartement dernier étage avec terrasse. Donc ça, il faut savoir que c'est des biens qui sont assez rares, que nos clients nous demandent, mais souvent, voilà, qu'on a un petit peu plus de difficultés à trouver parce que comme il n'y en a pas beaucoup, souvent les prix sont assez élevés. Celui-ci, on a eu la chance, on l'a eu en avant-première avant même qu'il sorte, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui était publié sur Internet, c'était clairement du off-market. Donc, c'est pour ça, voilà, moi, je l'ai proposé à mon client. Je crois qu'on était les premiers à le voir. Donc, il a tout de suite pris parce qu'il a compris que c'était un produit qui allait partir très vite. On est sur un appartement avec 2 chambres, en dernier étage. Bon, évidemment, à ce prix-là, 159 000 euros, il n'y a pas d'ascenseur, mais c'est un produit qui se louera très bien, soit à un jeune couple, soit à des étudiants. Donc, c'est top. Il y a l'arrêt de métro, l'arrêt de tramway à côté, pardon. Donc, voilà, un produit coup de cœur. Alors là, je vous mets, c'est un produit qu'on va avoir prochainement à la vente. C'est des clients à moi. Donc, ce sera un appartement sur Boulrassot qui va se vendre, qui était actuellement loué à des étudiantes. Je crois qu'il était loué entre 800 et 900 euros par mois, si je ne me trompe pas, donc à des étudiantes qui partent la fin juin. Donc, il sera disponible à partir de juillet, cet appartement à la vente. On est donc en plein centre de Boulrassot.
sur un appartement avec 3 chambres, un petit balcon. Il sera vendu tout équipé, tout meublé. Donc, il n'y a rien à faire. Juste, voilà, à poser les valises pour les prochains locataires. Donc, on est vraiment sur un appartement pour les investisseurs. On a un prix à 129 000 euros. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Un 4e étage, sans ascenseur. Voilà. Donc, ça peut, voilà, ça promet une belle rentabilité, cet appartement-là. Et ensuite, on va passer aux questions-réponses. Donc, on va attendre vos questions et puis on va essayer de répondre avec Manuel à toutes vos questions. Alors, on va essayer d'y faire au fur et à mesure et le lire. Hein. Donc, Magali, sur positif, sont largement connus, tels que le risque d'inondation et d'inondabilité. Alors, vous nous parlez aussi des accueils de Valence, car nous, les aspects positifs sont largement décrits et non ceux qui sont inconnus, tels que le risque d'inondation, etc. Alors, bien sûr, pour toutes les personnes qui veulent investir ici à Valence, la première chose que nous ferons, justement, et nos chasseurs immobiliers, c'est vous dire justement quels sont les endroits à éviter et quels sont les endroits où il vaut mieux investir. Donc ça, quoi qu'il arrive, c'est ce que nous ferons en conseil à nos propres clients. Alors, je continue. Les maisons, les villas, les quartiers à privilégier. J'ai justement, moi, des clients que j'accompagne actuellement sur des recherches de maisons. Donc après, ça va dépendre un petit peu ce que vous recherchez comme maison. Est-ce que vous recherchez plutôt une maison proche de Valencia? Si c'est le cas, en fonction du budget, bien évidemment. Les zones que nous conseillons, qui sont très accessibles, très bien connectées, on a La Cañada, l'Eliana, un peu plus cher, Godella, Rocafort. Mais là, on est sur des biens tout de suite, des maisons quand même minimum 800 000 euros. Donc, un petit peu moins cher, la Cañada, qui est toute proche de Paterna, justement. Là, on est quand même sur des maisons, pareil, minimum 500 000 euros. L'Eliana, on peut monter jusqu'à la Pobla de Valbona et l'Iria. L'Iria, qui a aussi, le métro va jusqu'à l'Iria. Si vous avez des budgets un petit peu moins élevés, plutôt une recherche de quelque chose plus à la campagne, du côté de l'Iria, c'est très bien aussi, puisque c'est bien connecté, les prix sont un peu moins élevés et c'est une très bonne zone. Les prix, alors, pour les villas, je vois qu'il y a des personnes qui demandent vue mer. Sur Valence, on oublie. Les vues mer, il n'y en a pas. On est plutôt côté ouest, donc toutes les zones résidentielles, elles ne sont pas en fait côté mer. Côté mer, vous allez plutôt retrouver des immeubles, des appartements, mais vous ne trouverez pas de maison côté mer. Ou alors, il va falloir descendre après, plutôt côté Dénia, etc., où là, vous pourrez trouver des villas avec vue sur mer, mais on sera sur des prix après qui s'envolent. Alors, pour répondre aux restrictions touristiques qui s'appliquent également aux villes environnantes comme Puerto de Sagunto, Puerto de Sagunto, aujourd'hui, il y a encore la possibilité d'avoir des licences touristiques. D'accord. Donc, après, naturellement, selon les conditions, on vous les expliquera. Il faut que ce soit des appartements qui soient au rez-de-chaussée ou au maximum au premier étage, mais il faut qu'il n'y ait personne en face de vous. Donc, bon, on rentrera après dans les détails. Mais là, par exemple, en parlant spécialement de Porto Segundo, on peut encore avoir des licences touristiques. Il n'y a aucun problème. Ce qui n'est pas le cas à Valencia. À Valencia, il faut complètement oublier les licences touristiques parce qu'ils ne les donnent plus. Ils ne vont pas les donner. Ils font un petit peu la chasse aux sorcières. Les copropriétés, maintenant, même si vous avez la licence, les copropriétés s'y opposent. Donc, même avec la licence, ils peuvent dire non, on ne veut plus de ça dans l'immeuble. Ben, tant pis, vous ne pouvez plus le faire. Alors, les prix au mètre carré à Ben Almameda, on ne les connaît pas parce qu'on n'est pas sur l'agence d'Andalousie. Par contre, vous pouvez les retrouver quand ils feront certainement prochainement un webinaire l'Andalousie et là, ils pourront vous donner ces détails-là. Alors, les maisons en vente en Espagne sont toutes meublées par défaut. Non, elles ne sont pas meublées par défaut. Les propriétaires, ceux qui décident s'ils les meublent ou ils ne les meublent pas et si ils enlèvent les meubles ou pas. La seule chose que vous avez par défaut, c'est la cuisine totalement équipée, que celle-ci, oui, elle est livrée telle qu'elle. Après, qu'est-ce qu'on en a d'autre? Quels sont les Dominique qui demande les charges. Alors, les charges, il faut compter donc les frais de copropriété. Selon s'il y a un ascenseur ou pas dans l'immeuble, il faut compter à peu près entre 30 et 40 euros par mois. Les frais de copropriété, il n'y a pas de taxe d'habitation et l'impôt foncier, on est à moins de 300 euros par an. Ce n'est pas très élevé. D'accord, on a déjà répondu à ça. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre?
On verra les comptes. Mais hop. Ah, ça descend. Alors, attendez, ne bougez pas, on va le bloquer hein, parce que c'est pas évident. Ça déroule, ça déroule. Oui, on vous donnera nos coordonnées de mail. Il n'y a aucun problème. Par la suite, on pourra vous donner nos différentes coordonnées de mail. Donc ça, c'est bon, j'ai répondu. Présenter quelles sont les charges c'est faire. Ouais. Pour la licence touristique, elle est obligatoire. Pour louer en touristique, pour louer sur du court terme. Après, si vous voulez faire du moyen terme, c'est-à-dire minimum 30 jours, il n'y a pas besoin de la licence touristique pour l'instant, minimum 30 jours. Oui. On ne sait pas comment ça va évoluer. Exactement. Par contre, c'est facile d'obtenir une licence touristique. Aujourd'hui, hein, comme a dit Pauline juste avant, ils ne donnent plus une seule licence touristique hein, dans la ville de Valence. En dehors de la ville de Valence, hein, oui, obtenir une licence touristique, hein, il faut certaines obligations dans l'appartement, hein, mais on prend un architecte, l'architecte fait le nécessaire, fait le dossier, il le présente à la mairie, et il y a urbanisme, tourisme, et il n'y a normalement aucun problème. C'est une démarche assez facile. Oui, ou alors après, il faut avoir un immeuble entier. Si vous achetez un immeuble entier, là, vous pouvez le faire. Ou une maison aussi, ils donnent la licence facilement sur de la maison, puisqu'il n'y a pas de voisins. Donc, tout simplement. Les prix au mètre carré à Sagunto, bon, c'est un petit peu moins cher qu'à Valencia. Sagunto, on a quoi, 1500 Oui, entre 1500 et 1800 euros le mètre carré hein, sur Porto de Sagunto. Alors, quel quartier prélevé? Si on veut louer des étudiants. Ah, la CEU, donc c'est à Moncada. Donc là, tout simplement, d'acheter à Moncada. Il faut savoir que Moncada, il y a une pénurie de biens. Il n'y a pas énormément de biens en vente à Moncada. On en rentre justement à Moncada. Justement, c'est ce que j'allais dire. On a, et ça, c'est notre grosse et grande force, c'est tout ce qu'on a en off-market. Donc, nous avons un appartement à Moncada qui est un appartement avec 3 chambres, cuisine indépendante, une salle de bain. Il est au 2e sans ascenseur. Il va nous rentrer dans fin de la semaine prochaine et il va être autour des 150 000 euros. Donc là, ça va être aussi quelque chose qui va partir très, très vite et que nous allons offrir à tous nos clients chasseurs, naturellement. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? Ça, après, les coordonnées, on les mettra. Bon, toutes les personnes qui, naturellement, veulent nos coordonnées, téléphone, etc. On les mettra pour rentrer dans le détail après. Ne vous inquiétez pas, on se mettra en contact avec vous à travers votre inscription où on vous enverra nos coordonnées et on vous demandera si vous voulez poursuivre ou si vous avez encore des questions à poser. Donc, il n'y a aucun problème, on pourra rentrer dans les détails et individuellement. La zone d'arrivée pour les licences touristiques, Eliana Godeya, etc. Après, Eliana Godeya, ça va plutôt être de la maison. Donc là, normalement, les licences, on peut les avoir plus facilement puisqu'on est sur de la maison. Voilà. Par contre, si on choisit Eliana Godeya en appartement, on ne va pas vous la donner non plus parce que ça fait partie complètement de Valence. Et dans les appartements aujourd'hui, ces zones-là, ces zones saturées, ne donnent plus une seule licence touristique non plus. Pour les appartements vue mer, une dame qui demande combien ça coûte les appartements vue mer, ça va dépendre de la zone. Les appartements vue mer, vous pouvez avoir des appartements vue mer, par exemple à Montcoffard, qui est à 40 minutes au nord de Valence, à 120 000 euros. Et à Dénia, vous serez à 250 000 euros. En fait, ça va dépendre de la zone. Oui. Alors après, on nous demande combien de temps pour rentrer dans l'habitation après la signature. Ici en Espagne, au moment où vous signez chez le notaire, directement, on vous remet les clés. D'accord? C'est à la signature chez le notaire qu'on vous remet les clés. Donc, vous êtes propriétaire, vous pouvez rentrer dans l'appartement sans aucun problème. C'est combien le mètre carré à Moncada? Le mètre carré à Moncada, il est entre 1400 et 1800 euros le mètre carré. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'appartement qui va nous rentrer à 150 000 euros, il fait exactement 85 mètres carrés. Donc, on va être dans ces tarifs-là. Type de location possible une fois le bien acheté. Vous pouvez faire soit de la location étudiante, c'est super intéressant parce qu'à Valencia, vous avez plus de 80 000 étudiants. Donc, par exemple, une coloc, si vous avez 3 chambres, voilà, pour louer des étudiants en colocation. Ou tout simplement une location classique longue durée qui marche aussi très bien parce que, encore une fois, sur Valence, il y a une pénurie, il y a énormément de demandes et peu d'offres. Donc, une location classique va très bien fonctionner aussi. Tout à fait. Alors, nous faisons la gestion locative pour les étudiants. Bien sûr, nous faisons aussi la gestion locative. La seule chose, c'est que quand on loue l'appartement complet et non pas par chambre. D'accord? Donc, et c'est naturellement avec la clientèle étudiante. Donc, la gestion locative,
nos services s'en occuperont aussi. Après, je vois, il y en a une qui est une question sur les termes de financement, l'apport financier. Alors, aujourd'hui, une banque espagnole, bon, après, ça dépend toujours de votre dossier, mais entre 60 et 70% de la valeur du bien, c'est ce que va vous financer votre banque. Donc, il faut que vous ayez un apport minimum de 30% hors les frais d'achat. Est-ce possible de faire concorder la vente d'un bien en France et achat à Valencia? Il faudra d'abord vendre en France de toute façon. Moi, c'est ce que je conseille à mes clients. Quand ils veulent acheter un bien à Valencia, vendez d'abord en France. Parce qu'ici, après en Espagne, quand vous trouvez un appartement, vous signez une promesse de vente. Il faut savoir que quand vous signez la promesse de vente, le contrato de arras, il faut verser 10% au vendeur. Et après, vous ne pouvez pas faire machine arrière parce que si vous dites finalement, je ne veux plus acheter ce bien, les 10%, ils ne vous seront pas renvoyés. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les fonds disponibles déjà pour payer cette partie-là, ces 10%. Et une fois que vous avez signé la promesse de vente, en Espagne, ça peut aller très rapidement. On peut passer devant le notaire peut-être 3 semaines, 1 mois après. Vous verrez, ce n'est pas comme en France, il n'y a pas des délais de 3 mois. Alors, juste pour revenir un petit peu à la question pour le financement, vous nous posez aussi la question de quel est le taux. Alors, le taux, actuellement, l'Europe est en train de le baisser. Donc, je dirais que sur un taux fixe, sans trop me brûler les mains, on sera entre un 2,5-3% maximum. D'accord? Mais là, vous aurez directement la personne qui est responsable de ThinkSpain, qui lui rentrerait dans les détails, il vous dirait exactement au moment où, des financements et l'étude de financement, exactement quel taux vous pouvez attendre. Il faudra apporter la moitié de l'apport, par contre, puisque les banques espagnoles prennent 60% du montant du bien. Donc, apporter les 40%, plus les frais annexes dont je vous parlais, l'ITP 10%, frais de notaire, éventuels frais d'agence. Et si vous passez par un service comme le nôtre, nos frais de chasseur immobilier. Ah, tiens, les successions, une question pour toi, Manuel. Tu adores cette question. Moi, je ne l'aime pas du tout, mais il l'adore. Alors, en termes de droit de succession, y a-t-il des abattements? Abattements, ici, comme ceux que vous pouvez avoir en France, non. D'accord? Ici, les droits de succession, vous avez un paiement, il y a un impôt à payer sans aucun abattement réel. La seule chose, c'est il y a d'autres façons de faire les choses au départ pour se protéger un petit peu sur justement tous ces impôts de succession. Donc ça, on vous en parlerait tranquillement au moment où on pourrait le faire et vous répondre en détail, mais individuellement. D'accord? Alors, en termes de fiscalité en France, c'est-à-dire, aujourd'hui, si vous achetez un bien en Espagne, vous paierez tous vos impôts en Espagne. Donc, il n'y a pas de double imposition. Vis-à-vis de la France, comme vos impôts, vous serez en train de les payer ici, même si vous louez et il y a une rentabilité locative, vous allez payer vos impôts ici sur la rentabilité locative et pour pouvoir justifier, par exemple, le rapatriement des fonds en France. Donc, complètement légal. Vous n'avez absolument, par contre, besoin de rien faire vis-à-vis de la France. Donc, voilà un petit peu pour les questions fiscales. Bon, après, il faut voir aussi cas par cas exactement. Bon, si vous êtes un grand tenant et si vous avez plus d'un bien ici en Espagne, donc là, il faudra qu'on regarde ça individuellement. Impôt foncier possible et impôt sur, je ne la vois pas. L'impôt foncier en France possible et impôt, je comprends pas. Et impôt sur, oui, la phrase n'a pas été finie. Carole, si vous pourriez me la terminer, parce qu'impôt foncier en France possible, et impôt, on ne lui parlera. Ah, tu as loupé la question de Jérémy qui dit: est-ce difficile de résilier les baux locatifs si les locataires ne paient pas? Faut une seguro de impago. Oui, il faut une assurance impayée pour avoir quelqu'un qui s'en occupe. Et si c'est facile de le régler, non, c'est aussi difficile, je crois, qu'en France. D'accord, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les locataires. Et c'est pour ça qu'en passant par une agence comme HelloRent, vous allez pouvoir définir les critères, on va dire, du profil que vous souhaitez avoir dans votre appartement. Et l'agence fait en sorte, effectivement, d'avoir aussi des garanties, que ce soit les cautions, les fiches de paie, le contrat de travail et tout un tas de choses. Voilà, ça va répondre aussi à la question de Marie-Christine. D'accord, donc oui, il y a des assurances à payer pour les loyers, donc pour être tranquille. Quelle est la fiscalité lors d'un achat d'un bien pour une personne en situation de handicap? Écoutez, ici, la fiscalité elle rentre pour l'âge, d'accord, et donc il y a des réductions en dessous de 35 ans.
vous pouvez, au lieu de payer 10% d'impôt, vous paierez un 6% d'impôt. Mais après, hein, c'est toujours pareil, il faut voir cas par cas, hein, parce qu'après, ça dépend aussi des rentabilités qu'on a à l'année. Donc, si vous dépensez plus de 40 000 € par an, ben là, vous n'avez pas droit non plus à la remise, hein, pour les frais. Attendez, on continue à lire. On en était. Voilà, Carole, c'est un appartement Pinel. Ah, ça défile. Oui, les questions, c'est des fils complets. Pinel en France, pas encore fini, et qu'on devient résident permanent, on en paye encore. Bah, vous paierez quand même vos impôts fonciers en France, puisque ça, c'est l'appartement que vous avez en France. Donc, vos impôts en France pour les appartements que vous avez en France. Et après, si vous achetez un appartement en Espagne, vous paierez l'impôt foncier de votre appartement en Espagne. Mais ça, c'est dissocié. Nos frais, nous, c'est 5% du montant du bien, avec un minimum de 6 500 € hors taxe, nos frais, qui sont au succès. C'est-à-dire qu'on est rémunéré quand on a trouvé le bien, que vous passez devant le notaire. Voilà, tout simplement, c'est au succès. Alors, le prix moyen d'un contrat d'impayé, hein, en location, c'est à peu près 60% du montant de votre loyer, hein, une fois par an. Si vous payez votre loyer de 1 000 €, vous paierez 600 € sur l'assurance pour impayé. Quelles seraient les tranches fiscales en Espagne? Alors, attends. Les frais, un mandat à hauteur 2 et un pourcentage sur la vente. Ben, je crois qu'à Carole, on lui a répondu. Donc, c'est un pourcentage sur la vente, hein, qui est de 5% hors taxe. Quelles seraient, hein, les tranches fiscales en Espagne? Il y a une personne qui demande si on a des frais de dossier. Oui, pour commencer les recherches, effectivement, il faut signer un mandat de recherche sur 6 mois et verser 690 € de frais de dossier. Tout à fait. Ça, c'est pour enclencher les recherches. Et après, une autre question. Normalement, c'est le vendeur qui paye l'agence. Non, ça. Pas à Valence. À Valence, voilà. C'est les deux. C'est le vendeur et l'acheteur qui payent les frais de l'agence à Valence. C'est l'exception qui confirme la règle. Dans tout le territoire espagnol, toutes les propriétaires, c'est eux qui payent l'agence immobilière. Ici, à Valence, vous avez une partie le propriétaire, une partie l'acheteur. C'est uniquement sur Valence que c'est comme ça. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Alicante. Par exemple, ou Barcelone, ou Madrid. On continue. Espagne. Quelles sont les tranches fiscales en Espagne? Ça, on a répondu. Trouver un bien par nos propres moyens uniquement pour vos démarches administratives. Dans ce cas, votre resterait le même. Après, alors, est-il possible de trouver un bien par nos propres moyens et vous contacter? Oui, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement juridique. L'accompagnement juridique, c'est-à-dire qu'on va faire la moitié du travail. Donc, on va diviser par 2 nos honoraires, tout simplement. Au lieu de 5%, ce sera 2,5%. Normalement, ça n'en a rien. Quelles sont les tranches fiscales? C'est seulement sur 6 mois. 6 mois, c'est énorme. Surtout, vous verrez, le marché à Valencia, c'est un marché hyper liquide. Tout part très rapidement. C'est-à-dire que je vous présente un bien aujourd'hui. Dans 3 jours, le bien, il est déjà vendu. Donc, sur 6 mois, nous, en moyenne, on met entre 1 et 2 mois pour closer la vente. Parce que c'est le marché, je vous dis, ça part tellement rapidement. Les biens que nos clients, ils le savent d'ailleurs, parce que je les préviens avant toute chose. Et ils savent que quand il y a un bien qui leur plaît, il faut se positionner rapidement. Alors après, pour du neuf, sur plan, l'acheteur ne paie pas l'agence. Oui, effectivement, c'est la seule exception parce que le promoteur, lui, c'est en direct. Donc là, le prix que vous voyez, c'est le prix que vous payez. Il n'y a pas de frais d'agence. Mais nos honoraires de chasseurs immobiliers, parce que peut-être les gens ne comprennent pas, nous, voilà, les 5%, c'est notre service d'accompagnement de chasseurs immobiliers, d'accord? Pour que ce soit bien clair. Alors, Marie-Christine, est-ce que l'offre est supérieure? Je suppose que c'est supérieur à la demande. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la demande qui est supérieure. C'est pour ça que les prix ont augmenté. Exactement. Aujourd'hui, je dirais que pratiquement sur tout le territoire espagnol, mais surtout sur Valence, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, naturellement, à ne pas avoir beaucoup de biens, les prix ont augmenté et continuent à augmenter. Donc, aujourd'hui, 10% minimum par an, c'est ce que ça prend n'importe quel bien immobilier. De combien les loyers sont taxés? Alors, pour les non-résidents, vous allez être taxé à hauteur, les non-résidents, 19% des bénéfices, alors que les résidents, c'est 24% des bénéfices. Et vous, comme vous serez certainement non-résident, ce sera à hauteur de 19%. Oui, voilà. Ça pour la location.
Donc après, naturellement, bon, on a un service juridique qui pourra vous accompagner sur toutes Voilà. vos déclarations à faire. Il parle en plus aussi français, donc ne vous inquiétez pas, hein, aucun problème de ce côté-là. J'ai cru comprendre que Gestion Log se limite à Valence, centre, et vous des partenaires pour la gestion locative hors de Valence. Alors, aujourd'hui, hein, non, puisque nous nous occupons uniquement de Valence. Si vous achetez à Alicante, Alicante, mais ce qui est aux alentours de Valence, ça dépend de ce que vous appelez aux alentours de Valence. Si on s'en va à plus de 20 km de Valence, hein, là, on ne s'en occupe pas. À Puerto de Sagunto, on y va ou pas pour louer? Oui, après, hors de Valence, mais on reste dans un périmètre de quoi? Une demi-heure autour de Valence? Oui, tout à fait. Voilà. Une demi-heure, 45 minutes, on y va, il n'y a pas de problème. Alors, est-il possible d'acheter un terrain et de le faire construire? Oui, bien sûr, tout à fait. Il n'y a aucun problème. On peut acheter des terrains, que d'ailleurs, actuellement, hein, on en a deux. D'accord? 2 terrains constructibles, hein, où vous pouvez construire votre maison sans aucun problème. Oui, vous nous demandez si c'est votre gestion locative. Oui, c'est un de nos services que nous avons. Il s'appelle Lorraine pour séparer un petit peu toutes les facturations et les gestions. Mais la gestion locative, hein, c'est aussi nous. C'est la même maison. Paul de Sagunto, oui. Pour une maison, villa avec piscine, terrasse, 3 chambres, 2 salles de bain, parking proche des comités à pied, périphérie de Valence et aux alentours, quel est le prix moyen? Vous êtes entre 500 et 700 000 euros à peu près. D'accord, avec ce que vous êtes en train de me dire. Et là, vous aurez avec un beau terrain. Là, on en a actuellement une qui est une maison individuelle et qui vaut 529 000 euros. Exactement avec les caractéristiques que vous venez de nous expliquer. Alors, attendez, on continue. Quel type d'appartement est le plus recherché? Le classique, 2-3 chambres, balcon, quoi, bien placé. Exactement. Au niveau des licences touristiques, pour faire du Airbnb, quelles sont les contraintes? Je répète, oublier ça. Aujourd'hui, il faut oublier. Il faut oublier le Airbnb à Valence. Voilà, les licences touristiques sur Valence, actuellement, on ne vous les donne pas, d'accord, Voilà. d'office. Donc en fait, il n'y a que des contraintes. Donc après, si vous achetez même un appartement qui a une licence touristique, d'accord, la licence touristique elle a une durée de 5 ans. Si vous l'achetez et elle a déjà passé 2 ans, il vous reste 3 ans. Et après, vous ne savez pas si vous la renouvelez ou pas. Et aujourd'hui, toutes celles qui arrivent à terme ne sont pas renouvelées dans ce qui est Valence directement. Après, dès qu'on sort de Valence, là, il n'y a aucun problème. C'était là. Serait-il possible d'acheter un terrain type agricole afin d'y faire construire une maison en conteneur comme ça se fait? Ah, c'est des maisons démontables, ça. Ouais. C'est du démontable, oui. On peut acheter un terrain rustique, ce qu'on appelle un terreno rustico ici, un terrain rustique. Si c'est du démontable, oui, vous pourrez construire ou mettre un bungalow, ce que vous voulez. Ce que vous ne pourrez pas faire, c'est construire une maison réellement cimentée. Oui, avec fondation, etc. Voilà. Mais sinon, le reste, pas de problème. Peut-on louer facilement avant d'acheter sur place? Alors, louer à Valence, ça devient de plus en plus compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, c'est carrément impossible. Aujourd'hui, tous nos clients qui nous demandent est-ce qu'on peut louer sur place, il faut être d'abord sur place parce qu'aujourd'hui, si vous me donnez votre appartement à louer et vous êtes mon propriétaire, votre appartement, je vais le publier et au moment où je vais le publier, je vais avoir 50 personnes qui vont vouloir aller le voir. D'accord? Donc, ce sera nous après de choisir le profil du client, d'accord, et avoir le meilleur profil. Là, trouver facilement, il faut venir sur place, il faut attendre parce qu'au moment où il y a un bien qui est en location, qui sont en location, il faut le visiter et essayer d'être le premier à le visiter. Et vous avez un quart d'heure pour décider si ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Donc, la location est très difficile. Oui, Airbnb est condamné en Espagne parce qu'il n'y a pas que Valence, il y a plein de villes, même des villes comme Dénia, qui à l'époque, on pensait Dénia avait tout ça, même ces villes-là, quoi. Non, Airbnb, c'est la chasse ici en Espagne. Donc aujourd'hui, la location normale, oui, mais pas la location touristique, il faut oublier avec le style Airbnb. Alors, si la licence touristique n'est pas nécessaire pour des sujets de preneur, est-il possible de mettre un bien en location sur Airbnb uniquement pour location au mois? Non, parce que Airbnb, lui, pour location au mois, il va vous demander avoir une licence et que l'appartement soit adéquat pour que lui, il puisse vous donner ses services. Donc, Airbnb exige une licence touristique, même si vous n'avez pas mois. Je dirais même que je ne sais pas si Airbnb, lui, loue par mois directement. Ça, je ne suis pas sûr.
Mais, il y a Spot Home. Moi, je sais qu'il y a une plateforme qui s'appelle Spot Home où là, on peut mettre le bien en location. Et quelles sont les autorisations légales nécessaires afin de faire construire du démontable sur un terrain agricole? Elles se donnent assez facilement ou c'est compliqué? Il y a une chose, les autorisations légales pour mettre sur un terrain agricole, aujourd'hui, vous avez pratiquement uniquement une déclaration à faire à la mairie, comme quoi vous allez mettre ce conteneur ou une maison démontable, et point à la ligne, d'accord? C'est quelque chose de très facile à faire, pas très compliqué. Bon, naturellement, si vous ne parlez pas l'espagnol du tout, il faudra vous faire accompagner par quelqu'un, mais ce n'est pas très, très, très difficile pour ce produit-là. Alors, peut-on trouver des appartements, une chambre en vue sur mer à Puerto de Sagunto? On peut les trouver, une chambre sur du neuf, on pourra trouver ou sur du très récent, donc 1 an, 2 ans, parce que sinon, avant, tout ce qui est en plus ancien, une chambre, ça n'existe pas. D'accord? Les gens ici en Espagne ont l'habitude de faire minimum 2 chambres. Donc, mais on peut trouver, oui, des appartements sur Puerto de Sagunto en vue sur mer. Donc, c'est la fois. Vous me demandez où est-ce que vous logez. Faut venir ici en attendant ou une pension ou un hôtel ou un Airbnb. Parce que justement, si aujourd'hui on ne vous le donne plus, c'est parce qu'il y a saturation du marché. Donc, vous en avez des centaines d'appartements que vous pouvez louer en Airbnb en attendant de trouver une location. Voilà. Donc, pas d'autre solution que se mettre ou un hôtel ou une pension ou des choses comme ça. Il y a 15 ans, on priait les gens à acheter en… Les phrases ne sont pas finies, donc c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a un bug. Ouais. Sandrine, à quel prix avez-vous des programmes neufs ou alors proposés et dans quel secteur? Il n'y a pas beaucoup de neufs sur Valence quand même. Non, pas trop. Ce sera un petit peu plus aux alentours du côté de Ancapins, direction le nouvel hôpital. Là, vous avez l'hôpital l'a fait. L'hôpital l'a fait. Là, vous avez des programmes neufs. C'est éloigné, c'est isolé. Il n'y a rien autour. Il y a l'hôpital à côté, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est se rapproché dans le centre de Valence ou aux alentours proches de Valence, il n'y a pas de construction neuve pour l'instant. D'accord? Donc, des programmes neufs, on peut les avoir. Là, par exemple, on a une de nos clientes qui a acheté une petite maison, une villa, qui est très, très belle, à Puerto de Sagunto, justement, sur un programme neuf. Donc, voilà, là, on pourrait trouver, mais pas sur Valence même. La location touristique, ça m'a sauté. Je vais y arriver, je vais le bloquer parce que sinon, je n'y arrive pas. Je suis désolé parce que ça déroule et les questions, on oblige de revenir en arrière pour pouvoir les lire. Donc ça, c'est bon, c'est répondu, ça. Ça, c'est fait. Ça, c'est répondu, il faut redescendre. Il faut redescendre. 15 ans. Quel prix avez-vous des programmes neufs? Voilà. Merci. Dans le cas où ce serait possible de faire de la location touristique sur un bungalow construit sur un terrain agricole, par exemple, où l'usage est réservé aux propriétaires. C'est surtout qu'après, est-ce que les gens vont louer sur un terrain agricole qui est quand même éloigné de Valence? Pas sûr que ce soit forcément des gens qui… Ça ne va pas forcément intéresser de louer sur de la courte durée loin de Valence. Oui. Donc, par contre, il y a une chose. On ne va pas vous donner une licence touristique sur un bungalow construit sur un terrain agricole. Non. Vous pourrez le louer, mais par exemple, pas à travers des Airbnb, parce qu'on ne va pas vous donner une licence touristique pour un bien style container. Les zones inondables, bon, c'est la Dana, j'imagine, vous parlez, c'était les zones au sud. On n'en a pas parlé, parce que moi, je n'ai jamais forcément trop conseillé mes clients d'aller sur les zones de Paiporta, tout ça, Picania, parce que ce n'est pas forcément des zones très jolies, c'est un petit peu dortoir. Mais de toute façon, maintenant, il y a eu une fois la Dana, mais ce n'est pas revenu, quoi. C'était un événement, voilà, on va dire, ponctuel. Et de toute façon, encore une fois, on n'avait pas forcément trop de clients, nous, trop de biens dans ces zones-là. Des projets à rénover avec des partenaires fiables pour le suivi, par exemple, dans le Cabagnal. Oui, alors, si aujourd'hui, vous achetez un bien qu'il faut rénover, oui, on pourra vous faciliter des partenaires fiables pour les travaux sans aucun problème.
Donc, après, ça dépendra quels travaux vous allez faire. Et selon les travaux que vous allez faire, on vous passera un partenaire ou un autre. Mais on en a plusieurs. Donc, si c'est des rafraîchissements, on passera par un partenaire qui sait faire ça, c'est sa spécialité. Et si on passe sur des grosses œuvres, on passera avec un architecte qui, lui, a son partenariat de personnes pour pouvoir faire le nécessaire. Pour les photos, une personne qui demande des photos de villa, après, on pourra se mettre en contact avec vous et rentrer dans le détail si vous avez des détails. Avec grand plaisir, Yannick, Yanis, pour la présentation. On est ravis que ça vous plaise. Ok. Qu'est-ce qui nous manque? Je suis désolé encore, mais vous savez, on a un tapis roulant là qui passe devant nous avec toutes vos questions et on est obligé de revenir en arrière pour pouvoir y répondre. Ce n'est pas toujours très facile. C'est pas qu'on ne veut pas y répondre, c'est que ça défile en fait. On vous demande juste un petit peu de patience. Donc, en étant, ça va être vous d'acheter un petit par école. Ça, on a répondu. Ça, on a répondu. Tu peux descendre. Ok. Ouais, ça, on a répondu. Ça, on a répondu. Peut-on seulement avec… là, on a une question. Peut-on faire financer le bien seulement avec des banques françaises? Là, il faut vous rapprocher de votre banque. Ils vont vous demander, en guise de garantie pour un achat à l'étranger, d'hypothéquer un bien dont vous êtes déjà propriétaire en France, tout simplement. Regarde, générer de la plus-value notable si n'est pas possible. Écoutez, l'opportunité de générer une plus-value, elle est avec de l'allocation pure, normale, aussi bien aux étudiants que de l'allocation classique. Donc, comme je l'ai dit avant, l'allocation aujourd'hui, elle dure 24 heures si on met un bien en location sur le marché. Donc, la rentabilité, elle va être entre 6 et 10%. On va être plus près des 10% que des 6%. Par contre, bien sûr, naturellement, ce n'est pas les rentabilités que peut vous apporter Airbnb qui vont jusqu'à 25%, ça c'est normal. Mais aujourd'hui, une rentabilité entre 6 et 10%, rapprochons-nous de ce que peut vous apporter la France. Vous êtes loin de ces tarifs-là en bénéfice. Là, on a quelles sont les banques espagnoles qui font des prêts immobiliers aux Français? Alors, il y a une chose. Nous, nous avons plus de 30 partenaires, d'accord, banquiers aujourd'hui ici en Espagne qui prêteraient aux Français. Donc, ce sera vous rapprocher de notre collaborateur Things Spain et si on a l'occasion d'en parler individuellement, on vous passerait son contact et là, vous pourrez voir avec eux directement et lui, il verra avec votre dossier. Je vois passer beaucoup de biens assez abordables dans le quartier El Oriols, par exemple, au nord de Benimaclet, où effectivement, c'est moins cher, mais cela semble être des appartements sociaux. Effectivement, on ne va pas vous mentir, la zone d'Oriols, ce n'est pas forcément une zone qu'on conseille. C'est très populaire, c'est pas très glamour, c'est pas forcément très bien connecté avec le centre de Valence. Bon, à part les bus, c'est pas des bâtiments très, on va dire, esthétiques. Et surtout, c'est vrai que peut-être s'il y avait une zone où il y a un petit peu moins d'insécurité avec des populations gitanes, avec, voilà, on va dire, on a peut-être moins envie d'aller sur cette zone-là, on va pas se mentir. Alors, après, vous me demandez, si on veut être des appartements sociaux, quelles seraient les conditions d'achat en comparaison d'un achat classique? C'est simple. Vous, aujourd'hui, comme étranger, vous ne pourriez pas acheter un appartement social. Pourquoi? Parce que il faudrait que ce soit votre première résidence et que vous y viviez. Donc, si c'est comme première résidence, donc ça veut dire que vous n'habitez plus en France et que c'est votre résidence principale ici, après, il y a des conditions à apporter. Naturellement, il faut une limite de gains mensuels. Donc, bon, après, il faut rentrer un petit peu dans les détails. Il faut s'inscrire, d'accord, comme demandeur de biens sociaux et se mettre à l'accueil et attendre. C'est impossible. Voilà. Mais si vous n'êtes pas résident, c'est pas la peine, vous n'avez pas droit. Peut-on trouver des biens qui demandent des travaux à des prix très compétitifs et si vous conseillez de le faire? Si on peut trouver des biens qui demandent des travaux à des prix très compétitifs. Aujourd'hui, oui, bien sûr qu'on peut vous trouver des appartements avec de grands travaux à faire et naturellement, plus il y a de travaux, plus le prix sera compétitif. Après, vous le conseillez, moi, ce que je vous demanderais, c'est vous n'êtes pas là. Suivre des travaux à distance, c'est jamais facile. Si moi, aujourd'hui, j'achète un appartement à des prix très compétitifs en France et que je ne vis pas en France, même si je sais parler la langue, j'aurais quand même un petit problème pour le suivi des travaux. Donc, avoir quelqu'un sur place, oui, ce quelqu'un sur place, lui, va me facturer. Donc, à la fin, puisque je ne peux pas y être, le prix ne sera plus autant compétitif que si c'est un petit rafraîchissement ou des choses comme ça. Donc, naturellement, bien sûr qu'on peut vous trouver, mais c'est toujours plus difficile
qu'avoir un bien où il y a uniquement des rafraîchissements à faire. Alors, on vous demandait comment prendre rendez-vous. Alors, rassurez-vous, Saïda, on prendra nous-mêmes rendez-vous avec vous dès qu'on aura fini. La semaine prochaine, nos collaborateurs se mettront en contact avec toutes les personnes qui sont inscrites, d'accord, pour prendre contact direct. Et toutes les personnes qui veulent bien répondre à nos mails, à ce moment-là, on pourra prendre des rendez-vous individuels. Location longue durée, un taux de rentabilité de 6 à 10. Oui, exactement. L'allocation à longue durée pourra vous apporter un taux de rentabilité entre 6 et 10%. Avez-vous une fourchette d'idée pour les frais de déménagement de la France vers l'Espagne? Ouf, non. Sincèrement, aucune idée de ce que ça peut coûter. Un déménagement. Contacter une entreprise de déménageurs. À mon avis, selon l'entreprise, en plus, ça doit être différent selon la région. Si vous êtes dans le nord de la France, où ils doivent traverser toute la France, et le sud, à mon avis, il faut voir directement avec les entreprises. Puis bon, après, ça dépendra aussi du volume. Le volume, la distance et tout ça. Beaucoup de choses qui rentrent en compte. Dans ce cas, c'est avec l'achat réno-revente que l'on a aussi un plus potentiel. Bien sûr. Oui. Forcément. Si on achète un appartement à 130 000 € puis qu'on le refait complètement, on peut effectivement le revendre beaucoup plus cher, effectivement. S'il est bien placé. Il faut qu'il reste quand même bien placé. À consulter, non, vous n'avez pas de site officiel pour consulter les projets urbanistiques à venir en fonction des quartiers. Non, ça, vous n'allez pas le trouver. Non. Et si vous rentrez sur n'importe quel portail espagnol, vous regardez et vous mettez je cherche du neuf, et là, vous aurez le neuf qui va vous apparaître et qui sera publié. Ce sera 100% des produits. Ça dépend si le promoteur, lui, fait de la publicité ou pas. Il y en a qui font de la publicité sur place, d'accord, avec des grands panneaux, et d'autres qui le publient sur les portails. Mais sinon, vous n'avez pas d'autre solution de trouver ce style de produit neuf. Une question sur l'aspect fiscal. L'impôt sur la plus-value est plus avantageux que la France et au niveau de l'IR. Oui, alors il y a une chose. La personne qui est dans l'immobilier avec son titre, sur l'aspect fiscal, les impôts, etc., oui, c'est plus avantageux qu'en France. Par contre, on vous passerait un contact qui, lui, vous expliquerait exactement comment faire et quels sont vraiment leurs aspects fiscaux. Ça, sans aucun problème, on se mettra en contact avec vous et on vous passera le contact de cette personne qui aussi parle français, donc aucun problème, vous pourrez échanger avec lui. Sur l'emprunt, c'est plus que 30% d'apport. Si vous êtes non-résident, il faut compter la moitié, puisque les banques prêtent 60%, donc il faut apporter 40% d'apport plus les frais annexes, donc comptez la moitié. Sur un bien à 200 000 €, il faut que vous ayez 5 000 € d'apport. Oui. 30%, c'est ce que ne va pas vous donner la banque. Non. Donc après, il va falloir rajouter, comme je l'ai dit avant, il faut vous rajouter les frais. Les frais, c'est minimum entre 15 et 18% de plus. Donc ça va vous faire du 48%. On a répondu, je crois, oui. On a tout répondu. S'il y a des personnes qui sont restées sans réponse, s'il vous plaît, remettez-moi là. Et on la lit parce que là, nous, on est tout en bas. Sinon, après. Voilà, on pourra se recontacter après le webinaire. Merci pour toutes les infos. À très vite, Gérard. Merci, Gérard. Y a-t-il beaucoup de Français à Valence? Oui, il y a plein de Français. Regardez les groupes Facebook, les francophones de Valencia, les Français à Valencia. Oui, il y a des Français à Valence. Non, l'ouverture d'un compte bancaire en Espagne n'est pas obligatoire pour l'achat du bien en Espagne. Si vous ne faites pas de prêt en Espagne, nous, on passe avec notre notaire qui reçoit les fonds à travers un appel de fonds. Et du coup, le notaire, après, paye directement les impôts, le propriétaire, etc. Et après, l'eau et l'électricité, on met votre IBAN français et ça vous est prélevé directement. Donc, il n'y a pas forcément… d'obligation d'avoir un compte bancaire Espagne. Non, Andorre, malheureusement, qui est un paradis fiscal, je crois, Andorre, non? Nous n'avons pas d'antenne. Non. Si on a la chambre, des contrats… Non, pas de licence pour l'instant quand on loue la chambre. Du tout. Avec plaisir, Jérémy. Merci à vous. Merci à vous, Dominique. Merci à toutes vos participations.
Si c'est un pays à faible fiscalité en Espagne, Merci, sincèrement, Karine. non. Hein. Sincèrement, non. On n'est pas avec une faible fiscalité ici en Espagne. Hein. Je dirais qu'elle est un petit peu inférieure à la France, mais on est loin d'être un paradis fiscal. Hein. C'est clair. Oui, on n'en a pas parlé, Gérard. Le NIE, le numéro d'identification des étrangers, est obligatoire. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là et c'est vrai que c'est important. En fait, on peut commencer le processus de recherche sur le NIE, mais on en aura besoin pour signer la vente chez le notaire, la vente finale. Donc, c'est bien de s'y prendre un petit peu en amont. Soit vous le faites, vous, au consulat d'Espagne en France, si vous avez un consulat près de chez vous, soit nous, on s'en occupe ici en Espagne à travers un commissariat ici en Espagne. Voilà, la seule chose, c'est qu'il nous faudra une procuration signée de votre part, signée chez un notaire en Espagne. Combien de temps pour l'obtenir? Ça dépend. Ça peut prendre… En France, de toute façon, il faut compter un mois puisqu'il l'envoie à Madrid. Et ici, en Espagne, vous l'avez tout de suite. Donc, le temps de prendre le rendez-vous et vous l'avez tout de suite. Tout à fait. À quoi ça sert un NIE? Un NIE, ça sert à vous inscrire. C'est votre numéro d'identification d'étranger. D'accord? C'est comme votre pièce d'identité en France. Donc, pour chaque personne, Mohamed, effectivement, si vous êtes un couple, chacune des personnes devra avoir le NIE. Si vous achetez en SCI, on n'a pas parlé de ce thème-là, parce que vous pouvez aussi acheter en SCI, en Espagne. Il faut que tous les gérants de la SCI aient le NIE. Et en plus, si vous achetez donc en SCI, il faudra faire un NIF, un numéro d'identification fiscale pour l'entreprise et traduire la possible CABIS. Voilà. Alors, vous avez un NIE qui a plus de 6 mois, faut-il le renouveler? Non. Votre NIE, il est valable, et ce sera toujours le même numéro, donc pas besoin de le renouveler. On nous a demandé quand est-ce qu'on répète un autre webinaire. On va le répéter juste autour de novembre, fin de l'année. On en fait 2 par an. Donc, celui-ci juste avant l'été et l'autre juste avant Noël. Donc, au-dessus dans ces dates-là à peu près. Ayant étudié ici, j'ai déjà un NIE, il est valable à vie, oui. C'est bien ça. Oui, pas besoin de le renouveler, vous pourrez garder votre même NIE. L'équivalent de la SCI existe-t-il en Espagne? Exactement, donc on peut avec votre SCI française la déclarer ici en Espagne, ou créer une SCI ici en Espagne à votre nom avec des statuts, etc. Donc la faire exactement comme si vous auriez une SCI en France, exactement la même chose. On peut la créer sans aucun problème, avec la même équivalence juridique. On a Yolande qui est en train de nous écrire. Accompagnez-vous aussi pour l'achat d'un local commercial. Alors, réellement, on le fait très exceptionnel. D'accord, les accompagnements de local commercial. Ça dépend quel local vous cherchez et pour quelle profession. Donc, ça, c'est le faire individuel, en parler. Ce n'est pas notre grande spécialité, je dois l'avouer. Mais bon, on en a fait. L'année dernière, on en a fait 2. Là, en début d'année, on en a trouvé 1. Mais bon, ça ne rentre pas dans notre spécialité, l'achat des locaux commerciaux. Du coup, la double nationalité, vous n'aurez pas besoin de faire de NIE. Si vous avez la DNI espagnol, il ne faut pas faire de NIE. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir de NIE, donc vous achèterez sans NIE avec votre DNI espagnol. Exactement. Alors, comment ça s'appelle une SCI? Une SCI ici, c'est une CB. D'accord? Voilà, communauté de biens. Voilà comment ça s'appelle. Non, l'acte d'achat, il n'est pas traduit en français. Ça, après, il faut faire traduire par un traducteur, puisque le notaire, de toute façon, même nous, on a un notaire, par exemple, qui parle français. Quand vous achetez effectivement notre notaire qui parle français, qui est notre notaire de confiance depuis des années, fera effectivement la vente, on va vous l'expliquer en français. Par contre, tous les documents, étant donné qu'on est en Espagne, sont en espagnol, comme il le sera en Angleterre en anglais. Pareil que si j'achète un bien en France, le notaire me fera l'acte notarié en France, en français. Nous, on peut faire la promesse de vente. Nous, j'achète en Espagne. Quand on a des clients français, on fait la promesse de vente en espagnol traduite en français pour leur faciliter les documents. Mais après, les documents officiels, après, ils sont dans la langue du pays. Oui, tout à fait. Par contre, si vous me dites, écoutez, oui, très bien, je signe chez le notaire l'acte, est-ce que vous pourriez me le traduire? Oui, on peut vous le faire traduire, ce n'est pas un problème. Tout ça, c'est fait. Mais en automatisme, absolument pas. Traduire les documents espagnols du notaire pour la fiscalité française. Non, ce n'est pas obligatoire de faire traduire des documents espagnols pour la fiscalité française. Absolument pas. D'accord? Donc, pas besoin d'avoir, je dirais, une traduction. Assermenté? Assermenté. D'accord, merci Pauline. J'allais le dire en espagnol, donc je me suis retenu avant. Donc, oui, il n'y a pas besoin d'avoir une traduction assermentée généralement pour la fiscalité française. Nous, nos clients,
avec une traduction normale faite. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est merveilleux pour faire les traductions. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une traduction assermentée. Juste votre banque, peut-être, va vous demander au moment de faire les virements des documents, des documents, effectivement. Parfois, les documents, ils ne les comprennent pas, le compromis de vente. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aussi traduit en français. Mais en principe, voilà, il n'y a pas de demande de traduction. Ah, Yolanda, super pour l'Andalousie. Ben, vous êtes avec nos collègues Anthony, Thomas, toute l'équipe. Et ben, écoutez, j'espère que tout se passe bien. Très, très belle région aussi. Bienvenue chez nous, Yolanda. Merci Gérard pour. C'est très gentil de dire qu'on est sérieux et compétent. Ça fait plaisir d'avoir des bons avis. Merci à vous pour votre présence. Un grand merci pour la participation et le dynamisme des questions. C'est toujours agréable. C'est même mieux de faire un question-réponse. Nous, on a fait une petite présentation au début, mais on rentre plus dans le vif du sujet grâce à vos questions. Mais on va saluer tout le monde. Je crois que c'est la fin. Oui, ça y est, je crois que tout le monde est en train de nous dire au revoir. Donc, voilà, c'est l'heure de manger. Écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, on va prendre contact avec vous tous durant toute la semaine prochaine. D'accord. À partir de là, ceux qui sont intéressés nous répondent. Et puis, autre chose importante, c'est, j'espère que la majorité de ceux qui avaient assisté, si c'est dans vos possibilités, bienvenue chez nous comme ou investisseur ou un résident à Valence en Espagne. Avec toute mon équipe et avec Pauline, on va vous souhaiter une très agréable fin de journée et puis à très, très, très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Terminer mon événement plutôt.